Comment le rôle de la Chine sur la scène internationale a-t-il évolué ces dernières années? La Chine a pleinement et en toute conscience assumé son rôle sur la scène mondiale en favorisant la paix, le dialogue. Vous étudiez régulièrement le livre du président Xi Jinping, La gouvernance de la Chine. Quels passages vous ont particulièrement marqué? Dans le livre du président Xi Jinping, à mon avis, on peut, on peut noter deux aspects très importants. Et premièrement, la valorisation des réalités individuelles, mais aussi l'idée que le socialisme est une science. Quels sont les principaux défis qui nous attendent dans cette nouvelle ère? Je suis préoccupé par les menaces américaines. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le monde connaît aujourd'hui des transformations sans précédent. La pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur la société et l'économie. La croissance économique ralentit tandis que l'inflation augmente. Quels sont les défis qui nous attendent durant cette nouvelle ère? Quelles sont les perspectives du développement mondial? Quel rôle joue la Chine sur la scène internationale? Aujourd'hui, dans cette émission, M. Massimiliano Ai, secrétaire général du Parti communiste suisse, va partager avec nous sa vision de la situation mondiale. Bonjour, Bonjour, bienvenue dans notre émission. merci bien. Aujourd'hui, nous vivons une période d'intense transformation. La crise sanitaire plonge l'économie mondiale dans une récession record. La lutte mondiale contre le changement climatique devient primordiale. Donc, le monde doit faire face à de nombreux défis pour son avenir. D'après vous, comment évaluez-vous la situation actuelle mondiale, Monsieur Haï? La situation internationale actuelle est extrêmement compliquée et même dangereuse. Après deux années lourdes caractérisées par la crise sanitaire, alors que moins en Suisse et en Europe, un certain retour à la normalité était en vue, la guerre a éclaté en Ukraine, une guerre qui aurait pu être évitée si le gouvernement de Kiev aurait respecté les accords de Minsk en garantissant les droits des Russes ethniques dans le Donbass, et si l'OTAN ne se serait pas étendue et n'aurait pas mis en danger la sécurité nationale de la Russie. Et le déclenchement de la guerre coûte cher au peuple d'Europe, y compris à la Suisse, avec des manques d'approvisionnement, la hausse des prix, la perte de pouvoir d'achat pour les travailleurs. Et la Suisse, en tant que pays neutre, aurait pu faire beaucoup, beaucoup de plus, en mettant à disposition ses services diplomatiques, mais au lieu de cela, elle a cédé en bloc aux ordres des États-Unis, de l'Union européenne, en adoptant des sanctions qui étaient destinées à ruiner la Russie, mais qui ont fait détruire les économies nationales des pays européens, qui sont et qui ont été déjà frappés par la pandémie. Et dans tout ce contexte, la lutte contre le changement climatique que vous avez mentionné est passée au deuxième plan. Les médias occidentaux qui avaient largement créé le phénomène Greta Thunberg en 2019 ont désormais changé leurs priorités et passent leur temps à fomenter la russophobie, à dénigrer les pays émergents. Et en résumé, on peut dire que la situation internationale actuelle est à la croisée des chemins. D'une part, il y a la destruction de l'écosystème due au mode de production capitaliste, mais aussi la destruction de l'humanité, avec des risques de guerre nucléaire. Et de l'autre côté, il y a le projet de la Chine, à savoir le multipolarisme, la coopération, qui assure la paix, mais aussi le développement durable, qui va mettre fin à l'exploitation de la nature par l'homme. J'espère que ça, ce sera le futur au moins. Et en dépit de cette situation un peu complexe, l'économie chinoise parvient à maintenir une croissance stable. Quel regard portez-vous sur le développement de la Chine? L'économie chinoise maintient une croissance stable grâce
par quelques facteurs décisifs. Tout d'abord parce que c'est l'État qui tient les leviers de l'économie et non l'économie privée qui commande à l'État. Cela signifie que le marché, les forces productives ont une mission patriotique, je voudrais dire, de servir le développement de la nation et donc de la communauté. Et dans le capitalisme occidental, c'est exactement le contraire qui se produit. J'ajouterais également que le succès de la Chine est dicté par le fait que le gouvernement, et bien sûr le Parti communiste également, maintient une planification économique et ne permet pas l'anarchie du libre marché. Et dans cette perspective, la Chine est un peu le laboratoire d'un système économique alternatif au système capitaliste et qui sait aujourd'hui mettre la lutte contre la pauvreté au centre. Et en pratique, l'économie chinoise permet une redistribution plus large des richesses et c'est là que, enfin, se situe l'essence aussi du socialisme. Et le président chinois Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises que la direction du PCC est le plus grand atout du socialisme à la chinoise. Et vous, vous avez dit dans le passé que les succès de la Chine ont été possibles parce que le PCC a su unir les peuples de différentes ethnies. Comment jugez-vous les réalisations du socialisme à la chinoise en Chine? Euh, alors, je ne pense pas qu'il soit à moi de juger les réalisations du socialisme à la chinoise. C'est au peuple chinois, à la classe ouvrière en particulier, de le faire. Et d'après ce que je vois de l'étranger, il existe un large consensus au sein du peuple chinois par rapport à son parti communiste et du rôle de premier plan qu'il joue dans le processus de construction d'une société socialiste prospère. Et le président Xi Jinping a donc raison lorsqu'il affirme que la direction du Parti communiste est le plus grand atout du pays. Et en 2021, la Chine a atteint son objectif d'éradication de la pauvreté avec 10 ans d'avance sur les objectifs de développement durable visant à réduire la pauvreté mondiale adoptés par les Nations Unies. Et comment jugez-vous les réalisations de la Chine en matière de la réduction de la pauvreté? Mon évaluation de cette situation est extrêmement positive. Euh, la République populaire de Chine n'a pas seulement le mérite d'avoir renouvelé son économie en développant les forces productives, en dynamisant aussi le marché sans abandonner la voie socialiste et en sortant un très grand nombre de personnes de la pauvreté. La mérite encore plus grand, à mon avis, il doit être reconnu au gouvernement chinois et à son parti communiste, est celui d'avoir mis son succès à la disposition des peuples du monde. Euh, Dans la gauche européenne, certaines personnes rapprochent à la Chine de ne pas faire preuve d'assez de solidarité. Mais en réalité, il ne comprend pas que le Parti communiste chinois a également renouvelé le principe de l'internationalisme en soutenant le développement économique et la lutte contre la pauvreté de nombreux pays que l'Occident a jusqu'à présent toujours considéré comme exploités à sa périphérie. Et la nouvelle route de la soie, par exemple, est un projet qui va précisément dans le sens du dépassement définitif du néocolonialisme économique et de la promotion de l'indépendance nationale, de l'émancipation sociale des peuples. Et la contribution chinoise au développement durable est donc quelque chose d'extraordinaire qui preuve que la démocratie socialiste à la chinoise fonctionne efficacement. Et je crois que c'est ça le message aussi important à donner.
Et dans le monde actuel, les divergences sont nombreuses et rares sont les sujets qui font l'unanimité. Par exemple, la lutte contre le changement climatique et le développement durable font partie de cela. Et la Chine s'est engagée à atteindre la neutralité carbone avant 2060. Et le président chinois Xi Jinping a souligné à de nombreuses reprises que les eaux claires et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables. Comment jugez-vous les objectifs de la Chine en matière d'environnement et d'écologie? Tout d'abord, je voudrais dire qu'il est tout à fait normal que dans le monde d'aujourd'hui, il y ait beaucoup de divergences. Parce que la lutte de classe a en effet rejoint des niveaux très forts aujourd'hui et ne s'exprime pas seulement dans la lutte entre les travailleurs et les patrons au sein des pays occidentaux, mais surtout entre les nations opprimées qui aspirent à l'indépendance d'un monde multipolaire d'une part, et les pays impérialistes à vocation hégémonique qui veulent poursuivre l'exploitation des pays pauvres. Et la lutte contre le changement climatique doit également être analysée de ce point de vue. La question écologique va toujours de pair avec la question sociale et le conflit entre les différentes classes sociales. Et en Occident, les gouvernements utilisent le discours sur le changement climatique pour imposer une réforme productive du capitalisme dans un sens vert. En réalité, il ne s'agit que de la propagande, du greenwashing, car les bases de l'exploitation, de l'inégalité ne sont pas touchées. En pratique, pour utiliser un concept marxiste, pour surmonter la chute tendancielle du taux de profit, on remplace les mots de production et on permet aussi à l'impérialisme de se reproduire. Alors, c'est très bien de lutter contre la pollution, de sauver l'environnement, mais d'abord, il ne faut pas faire payer la transition écologique aux travailleurs. Il y aura des révoltes sociales, comme on a vu avec les gilets jaunes en France. Et ensuite, il faut remplacer non seulement la culture de la consommation de masse, mais aussi les méthodes irrationnelles et polluantes de la production de type capitaliste par une économie planifiée dans laquelle l'État fixe les objectifs de conservation de la nature. Et voilà, moi je crois que l'exemple de la Chine doit être apprécié pour cette capacité qu'il a. Vous avez dit dans une interview précédente que vous étudiez régulièrement le livre du président Xi Jinping, La gouvernance de la Chine. Quels passages vous ont particulièrement marqué? Je crois plutôt que c'est l'expérience générale du gouvernement de la République populaire de Chine mise en évidence dans le livre du président Xi Jinping qui est utile de lire et d'analyser, et non seulement pour les communistes européens, mais aussi pour tous ceux qui sont impliqués dans la politique et qui souhaitent comprendre une nouvelle approche de la démocratie qui n'est plus n'est plus libéral, mais qui est socialiste. Et bien que la Chine n'ait pas l'intention d'exporter son modèle en termes hégémoniques, il ne fait aucun doute que le socialisme à la chinoise est une réussite. Il constitue une méthode de gouvernance innovatrice qui répond aux besoins de la population. Et en Occident, il y a une distance croissante entre les citoyens et le gouvernement. La méfiance envers la démocratie bourgeoise augmente et nous l'avons vu à la fois pendant la pandémie et aujourd'hui où tous les gouvernements européens prennent un tournant autoritaire pour empêcher des opinions différentes. Et d'autre part, grâce à sa ligne de masse, le Parti communiste chinois
montre qu'une autre démocratie, une autre nouvelle forme de participation populaire sont possibles en dehors des dogmes libéraux qui sont tout axés sur l'individualisme et rejettent le son de la solidarité collective. Comme j'ai dit, la Chine n'a pas un projet hégémonique et ça, c'est sa force. Avec son attitude, la Chine est respectée dans le monde aussi pour cette différence énorme qu'il y a avec le système atlantique. Mais c'est sûr que ce que la Chine euh, démontre dans sa expérience de gouvernance, c'est important et ça peut devenir un exemple sur certains points aussi pour autres pays. C'est clair qu'on doit toujours voir les différences culturelles, les différentes traditions qu'il y a dans le monde et surtout respecter toujours l'indépendance de chaque pays. Mais je crois qu'avec le respect de la souveraineté réciproque, la Chine donne un exemple important qu'on doit étudier aussi en Occident. Et dans le livre du président Xi Jinping, à mon avis, on peut, on peut noter deux aspects très importants. Et premièrement, la valorisation des réalités individuelles, sociales, économiques, ethniques, comme une contribution précieuse des différentes intelligences au bien-être national, mais aussi l'idée que le socialisme est une science. Et donc, une science qui est capable de construire l'avenir de manière dynamique en se confrontant aux innovations et sans s'enfermer dans un dogmatisme stérile. Avec comme horizon le développement mondial et l'avenir de l'humanité, le président chinois Xi Jinping a lancé une initiative majeure dont l'objectif est de créer une communauté de destin pour l'humanité ainsi qu'un nouveau type de relations internationales. D'après vous, comment le rôle de la Chine sur la scène internationale a-t-il évolué ces dernières années? Bah, la Chine a en effet développé une nouvelle culture des relations internationales. Elle a su remplacer l'hégémonisme des pays impérialistes qui caractérise le système unipolaire atlantique par une coopération gagnant-gagnant. Et en outre, surtout avec l'arrivée du président Xi Jinping au secrétariat général du Parti communiste et au gouvernement de la République populaire, on peut constater que la Chine a pleinement et en toute conscience assumé son rôle sur la scène mondiale en favorisant la paix, le dialogue et sans imposer de modèle à l'étranger, mais en respectant toujours les principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays souverains. Et cependant, le choix stratégique de favoriser l'émergence d'un monde multipolaire ne signifie pas seulement démocratiser les relations internationales, c'est-à-dire reconnaître une égale dignité à tous les peuples et dépasser enfin la mentalité impérialiste, mais aussi ouvrir des marges d'agilité politique vers le socialisme dans d'autres pays également. Et tout d'abord, les nations doivent gagner leur souveraineté, leur indépendance, après quoi des espaces sont ouverts aux luttes sociales menées par les partis communistes respectifs pour construire une société basée sur des principes d'égalité, de solidarité, et ça aussi dans d'autres pays également. Et le multipolarisme, nous le savons, le multipolarisme n'est pas encore le socialisme, mais à notre époque, c'est un premier pas vers une nouvelle société. Et dans ce domaine, le rôle de la Chine, du Parti communiste chinois, est crucial, car il agit toujours avec de l'équilibre et du respect. Ça, on l'apprécie beaucoup. Et la Chine est déterminée à
élargir son ouverture et à défendre le multilatéralisme, comme ce que vous avez dit, le multilatéralisme et la coopération. D'après vous, quelle importance revêtent la coopération et le multilatéralisme dans le développement mondial? Le multilatéralisme et la coopération sont des éléments stratégiques d'une importance fondamentale et la décision de la Chine de poursuivre dans cette voie est, à mon avis, correcte et aussi clairvoyante. Je voudrais toutefois attirer votre attention sur une réflexion. Et il arrive souvent que dans la rhétorique des pays occidentaux, notamment dans les cercles académiques, adeptes de l'idéologie libérale atlantiste, on tente d'instrumentaliser le concept de multilatéralisme. Et de nombreux gouvernements occidentaux parlent de multilatéralisme pour éviter de prononcer un autre mot, à savoir multipolarisme. Et c'est précisément le multipolarisme qui est le véritable adversaire de l'impérialisme atlantique, qui repose au contraire sur l'unipolarisme américain, né de la fin de la guerre froide. Je crois donc qu'en tant que communistes, nous devons nous efforcer de faire du multilatéralisme l'instrument permettant de parvenir à un véritable monde multipolaire, régi par des principes de coopération gagnant-gagnant. Sinon, le multilatéralisme ne sera qu'un mot vide de sens, comme le veulent les institutions supranationales qui obéissent aujourd'hui aux États-Unis. Et nous pouvons dire qu'en Occident, le mot multilatéralisme signifie la consolidation de l'unipolarisme, donc le bras armé, l'OTAN. La vision chinoise, mais aussi russe, est différente, à savoir une communauté mondiale dans laquelle la participation multilatérale de toutes les nations conduit à des choix partagés. Soit le développement du monde se construit de cette manière, soit il y aura toujours de nombreux conflits. La Chine a également lancé l'initiative Ceinture et Route et s'est engagée à favoriser le développement en commun et la prospérité des pays situés le long de la nouvelle route de la soie. D'après vous, quel est l'impact de cette initiative jusqu'à maintenant? Cette idée, à la fois confucéenne et marxiste, repose sur la conviction que ce n'est que dans une planète où tout le monde est plus aisé que la Chine peut continuer à se développer. Et une vision donc d'équilibre et non d'égoïsme qui, comme j'ai dit précédemment, renouvelle aussi le concept même de solidarité internationaliste et prolétarien qui est cher, un principe qui est cher aux communistes. Il n'y a peut-être qu'une seule note critique, qui est le jeu dangereux et agressif des États-Unis. Et étant une puissance en crise, les Américains n'ont rien à perdre et se font donc violentes pour empêcher la Chine de poursuivre son projet de communauté humaine d'un destin partagé. Et le président américain Joe Biden siège par exemple dans la cabine de contrôle de l'actuelle guerre en Ukraine dans le but de lier l'Europe aux États-Unis, prenant ainsi l'accélération vers la multipolarité, une Europe indépendante, connectée à l'initiative d'une ceinture en lutte, proposée par la Chine, aurait favorisé. Et c'est ça le risque auquel nous devons faire attention. Et la Chine a lancé son 14e plan quinquennal pour un développement de haute qualité, un développement vert et pour une ouverture de marché plus élargie. Que pensez-vous de ces objectifs de la Chine? Bah, je crois que la Chine est cohérente avec la stratégie qui a suivi depuis l'ouverture il y a 40 ans plus ou moins.
Et comme je dis, ça permet de faire sortir beaucoup de pays de la pauvreté, et de l'autre côté, de soutenir un développement durable en favorisant l'environnement aussi, pas seulement en Chine, mais dans tout le monde, avec une culture aussi de la production différente. Et je crois que ce sont des atouts du système chinois qui méritent d'être évalués positivement. D'après vous, comment la situation internationale va évoluer dans les années à venir et quels sont les principaux défis qui nous attendent dans cette nouvelle ère? Nous avions espéré que le monde multipolaire émergerait grâce à la croissance économique impétueuse des pays émergents, Chine en tête, et en substance une transition pacifique vers un nouvel ordre géopolitique qui vont créer l'impérialisme en s'appuyant sur le développement des forces productives et en s'appuyant sur un commerce plus équitable. Mais en fait, comme j'ai dit avant, il n'est pas certain que tout se déroule de manière aussi linéaire. Les États-Unis sont en puissance en déclin, ils perdent leur hégémonie sur le monde et ils ne l'acceptent pas, alors qu'ils deviennent violents. Et ils n'ont plus rien à perdre. Et comme le marxisme nous l'enseigne, la guerre existe tant que l'impérialisme existe. Et la paix, en effet, n'est pas une valeur éthique, morale, abstraite. Elle n'est pas donnée une fois pour toutes. La paix, pour nous marxistes, est un élément politique qui change au fur et à mesure que les rapports de force dans la société, dans le monde évoluent. Et pendant des années, l'Occident a invoqué le droit international sans jamais le respecter. L'invasion de l'Irak, par exemple, mais aussi la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo était illégale. Pourtant, aucun pays occidental ne s'en est inquiété. Alors qu'aujourd'hui, ces mêmes pays s'indignent de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors ce double standard, maintenant, est démasqué. Les pays émergents ne se sentiront plus obligés de respecter ce que les États-Unis et l'Union européenne violent systématiquement depuis des années. Je suis préoccupé par les menaces américaines. Il ne devrait pas nous échapper que l'objectif de longue date des gouvernements occidentaux que nous voyons maintenant engagés contre la Russie est en fait de coincer la Chine. Je fais référence non seulement aux récents propos euh, irresponsables du président américain Joe Biden sur Taïwan, qui nie le principe d'une seule Chine, mais surtout aux déclarations des gouvernements du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, condamnant le pacte de sécurité défensif récemment signé par les îles Salomon et la République de Kiribati avec la Chine. Ce sont des provocations graves contre la sécurité de la Chine, ces déclarations. En conclusion, pour nous, les principaux défis à venir sont donc de développer au maximum la force économique et poursuivre le développement économique durable des pays socialistes et des pays émergents, améliorer leur coordination stratégique et défensive. Ce sont les défis que nous devons nous efforcer de relever dans un avenir proche. Moins, ça, c'est ce que nous espérons comme Parti communiste suisse. Je vous remercie, Monsieur de Hailly, d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous votre vision de la situation mondiale. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.